Donc là, le but, en fait, est de voir un petit peu l'aspect du matériel, justement, et ça va, je pense qu'il y a certains éléments qui vont peut-être répondre à vos questions. Les objectifs de cette partie, c'est effectivement de bien comprendre quels sont les réglages spécifiques à la vidéo, comment on va les préparer, comment on va les prendre en compte. Donc c'est là où on verra si son matériel est adapté ou pas, mais là, j'ai pas trop de crainte. Ensuite, on parlera justement de comment on doit entretenir ce matériel pour être sûr de l'avoir en bon état au moment où on en a besoin. Par exemple, sur un smartphone, il faudra penser à supprimer le code de verrouillage à l'entrée. Sans ça, on va avoir du mal, une fois dans le caisson, à l'utiliser. Et puis enfin, ben, on verra comment préparer l'ensemble de ce matériel. Alors tout d'abord, il y a une chose qui est importante. Pensez à régler la langue de votre matériel dans le français, de manière à avoir des termes que vous allez comprendre et qui seront identiques éventuellement au cours que l'on aura. Alors, je dis pas, si vous êtes très très performant en anglais et que c'est pour vous une langue naturelle, vous pouvez laisser en anglais ou en allemand ou en espagnol, c'est pas un problème. Mais en règle générale, bon, on met tout en français, comme ça on est sûr de pouvoir bien comprendre les menus. Et pareil, de manière identique, pensez à le mettre à la date et à l'heure. Et souvent, quand on change de fuseau horaire, c'est quelque chose qu'on oublie un peu de faire. Et d'ailleurs, dans le même temps, mettre à date et à l'heure son ordinateur de plongée. Donc, quand on a les deux éléments qui sont réglés avec la même date et la même heure, d'abord, c'est ce qu'il faut, parce que si vous avez un accident de plongée et qu'on récupère votre matériel, eh bien, ça sera plus facile pour lire le profil de la plongée s'il a la bonne heure et la bonne date. Mais en plus, si vous avez des photos et que vous comparez par rapport à votre profil de plongée, vous pourrez savoir à quelle profondeur vous avez pris tel sujet, ce qui peut être intéressant pour renseigner des fiches de bio. Voilà. Donc ça, c'est différents éléments. Ensuite, il y a le format. Alors le format, on a deux formats de base. Hein. Il y a un plus parce qu'il y a le format carré souvent qu'on voit apparaître. C'est notamment fait pour des réseaux sociaux. Mais de base, on a le format 4 tiers qui est le format classique des photos. Et on a le format 16 neuvième qui est le format classique des vidéos. Donc pensez à régler votre format vidéo en 16 neuvième. Donc c'est le rapport entre la hauteur et la largeur de la vidéo. Et moi, je vais même un petit peu plus loin, dans le sens où je pense que c'est intéressant aussi pour sa photo de régler ses photos format 16 neuvième. Ce qui vous permettra, quand vous êtes sous l'eau et que vous faites des vidéos et des photos, vous pourrez intégrer plus facilement les photos dans les vidéos au montage sans avoir l'apparition de bandes noires sur le côté. Donc le format, c'est le rapport hein, que l'on a entre les différents éléments. Ensuite, il faut savoir dans quelle définition on va régler sa vidéo. Alors, parfois on parle de définition, parfois on parle de résolution. Prenez l'habitude de parler de définition. La définition, c'est le nombre de pixels en largeur et en hauteur. C'est valable pour la photo, c'est valable pour la vidéo. La résolution, c'est par rapport à un périphérique de sortie. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qu'on doit un petit peu écarter pour éviter les confusions, même si déjà les deux noms souvent se remplacent l'un par rapport à l'autre. Donc parler de définition. Donc la définition, on en a plusieurs. Il y en a tout, je dirais que depuis, je dirais, l'ancienne télévision jusqu'au format des premiers DVD, jusqu'à maintenant, il y a une multitude de formats différents. On pourra regarder un petit peu ça dans le détail. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, grosso modo, on a deux définitions. La définition HD ou Full HD, qui correspond à 1920 pixels en largeur et 1080 lignes en hauteur. Et puis on a l'UHD ou le 4K, le 4K vidéo, ou Ultra HD, qui fait 3840 pixels en largeur et 2160 pixels en hauteur. En fait, le UHD est égal à 4 fois le nombre de pixels que l'on a en HD. Donc ça, c'est un élément qui est effectivement intéressant. Vous entendrez peut-être parler du 4K cinéma. Le 4K cinéma fait
4096 par 2160, c'est plus un rapport 16 neuvième. C'est sensiblement un rapport 17 neuvième, mais on s'en fiche. Mais effectivement, on peut très bien devoir filmer des plans pour quelqu'un qui va faire un film pour qui sera projeté en salle. Et donc, à ce moment-là, ça sera intéressant de se régler dans un 4K cinéma. Mais de base, je dirais que pour nous, on va osciller entre le HD et donc le Full HD ou l'UHD qu'on appelle aussi le 4K. Même souvent, si notre environnement, que ce soit au niveau du PC, au niveau de nos écrans, au niveau de carte mémoire, au niveau de notre boîtier, on a la capacité, bah, bien souvent, on prendra en 4K, quitte après à redescendre au moment de la post-production en un format Full HD. Mais déjà aujourd'hui, si vous faites de la vidéo en Full HD, c'est très très bien. Maintenant, si vous êtes limité, eh bien, vous pouvez à ce moment-là décider de faire de la vidéo dans un format plus petit, qui sera par exemple le format, alors là je l'ai quelque part, non je l'ai plus, qui est le format HDTV qui fait 720, hein, qui fait 1280 pixels de large par 720 pixels de haut. Ça peut être aussi une possibilité si effectivement on a du matériel qui n'est pas capable de soutenir des formats aussi importants que ceux-ci. Là, je rentre sur la partie, je dirais, on a le rapport, donc on a la taille de la vidéo, de chaque image de la vidéo. Maintenant, il faut savoir dans quel algorithme de compression on va l'enregistrer. On parle de codec. Codec, c'est lié à compression, décompression. En fait, les images telles qu'elles sont, elles sont très lourdes. Et donc, pour pouvoir stocker des vidéos plus facilement, on va compresser ces images. Mais les images étant compressées, pour pouvoir les lire, il va falloir les décompresser. Donc, il y a plusieurs formats de compression, décompression, ce qu'on appelle codec, suivant les environnements, je dirais, professionnels. Celui qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est le H264. On voit apparaître le H265, mais il n'est pas encore, je dirais, aussi commun que ça. Le H264, lui, est répandu partout. C'est devenu un standard il y a à peu près une dizaine d'années. Il est bien utilisé. L'avantage du H264, c'est qu'il compresse pas mal sans trop dégrader la vidéo. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est réglable en général dans les préférences au moment où on va fabriquer ce codec H264 et il se décompresse facilement. Donc, on peut décompresser ce H264 sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, sur beaucoup de périphériques parce qu'il se décompresse facilement. Et c'est celui qui est le plus utilisé à l'heure actuelle sur le plan informatique. Donc, notre vidéo, elle est encodée dans un format particulier et cette vidéo, elle est inclue dans un fichier. Donc, cet encapsulage, c'est le format du fichier. Ça peut être du MP4, ça peut être du .mov, du MPEG, de l'AVI. Ça va dépendre des environnements dans lesquels on travaille. À l'heure actuelle, les deux encapsulages les deux récipients les plus utilisés en vidéo sont le MP4 et le .mov. Alors, le .mov, lui, d'origine d'Apple. Apple a beaucoup travaillé et a mis en place beaucoup de standards de recherche sur le plan de la vidéo depuis de nombreuses années. Et à l'heure actuelle, le .mov est lu sur quasiment tous nos terminaux. Donc, entre les deux, ce n'est pas bien grave. Et en plus, on a des petits logiciels qui, en final, peuvent transcrire le .mov en MP4 ou vice-versa, parce qu'en fait, ce qui est contenu dans le fichier ne sera absolument pas changé, vu que ce sera pour la vidéo du H264. Mais il faut comprendre que le fichier récipient contient la vidéo, contient l'audio et contient des métadonnées. C'est pour ça qu'on a un encapsulage soit en MP4, soit en .mov. Alors après, va rentrer en ligne de compte le nombre d'images par seconde. Alors le nombre d'images par seconde, dans les réglages de votre boîtier, vous allez peut-être trouver un moment un réglage qui sera PAL ou NTSC. De base, nos équipements électroniques sont réglés par rapport au NTSC. En fait, on hérite à ce niveau-là du passé de la vidéo au moment où elle était analogique. Et quand elle était analogique, eh bien, elle était liée à la fréquence de l'électricité de nos appareils. Par exemple, sur le continent américain, eh bien, l'électricité étant 110
et la fréquence d'électricité est à 60 Hertz par seconde. Donc, tout ce qui est électrique est basé par rapport à ces éléments. Les tubes néons, par exemple, aux États-Unis, ils battent 60 fois par seconde. Tandis qu'en Europe, sur le continent européen, eh bien, c'est le PAL qui a été qui a été mis en place. C'est parce que le PAL est basé sur l'électricité, qui elle était 220 à 50 Hertz par seconde. Donc les néons, ils battent à une fréquence de 50 Hertz par seconde. Donc ces petites différences-là font qu'effectivement, on a hérité dans la vidéo numérique du passé de la vidéo analogique et on en tient en partie compte. Donc, si vous réglez votre périphérique, votre boîtier sur NTSC, vous pourrez choisir entre 30 images par seconde et 50 images par seconde, 60 images par seconde, voire 120. Donc, on est des multiples autour de 60 ou de la moitié de 60 qui est 30 images. Si vous réglez votre boîtier sur PAL, à ce moment-là, vous trouverez du 25 images par seconde, du 50 images par seconde ou du 100 images par seconde. Alors, lequel faut-il choisir? C'est à notre niveau, c'est pas très important. Dans le milieu informatique, si notre vidéo ne reste que dans l'environnement informatique, c'est-à-dire ordinateur, tablette, smartphone, ça n'a que peu d'importance. Ça peut avoir de l'importance si on commence à mélanger nos médias avec d'autres médias de quelqu'un d'autre. On fait un montage avec des plans qui viennent de droite et de gauche et de différents boîtiers. À ce moment-là, il faudra se synchroniser au départ pour avoir la même fréquence d'image de manière à limiter le recalcul d'image qui pourrait s'opérer pendant le montage et peut-être certaines dégradations qui pourraient apparaître. Donc, de base, votre boîtier, il est réglé en 30 images ou 60 images par seconde. Si dans les réglages, vous changez en PAL, ben vous serez en 25 ou 50. Alors, un peu moins d'images fait un fichier un peu moins lourd. Et si je suis en 25 images par seconde, ce qui est classique, et que je passe en 50 images par seconde, donc j'ai 2 fois plus d'images, ça me permettrait éventuellement de faire des ralentis sur des actions et d'avoir quelque chose de tout à fait propre et fluide au niveau du ralenti. Donc à vous de voir. Donc on peut très bien décider, si notre matériel est suffisant, de filmer en Full HD en 50 images par seconde. Et on aura des vidéos exploitables. Si après on veut aller plus loin sur les vidéos qu'on veut diffuser, effectivement, on pourra les filmer en 4K. Mais il faut avoir le matériel adéquat pour le faire. Donc ça, voilà, ça nous vient en fait du passé. Alors ce qui nous vient du passé aussi, c'est l'entrelacement. Tout simplement parce qu'avant, dans les postes de télévision analogiques, eh bien, comme on ne savait pas leur envoyer une image pleine et à une fréquence suffisante, c'était trop compliqué pour la constitution, je dirais, des machines, on leur envoyait des demi-images. Donc l'image était séparée en lignes verticalement, et on avait des lignes paires et des lignes impaires. On envoyait une image paire, une image impaire. Et on les envoyait, en fait, on utilisait la fréquence d'électricité. Donc, on va envoyer en une seconde 25 images paires et 25 images impaires. Et elles s'entrelaçaient. Et la réminiscence de ce qui se voyait au travers du tube cathodique faisait que l'œil ne voyait qu'une seule image. Et il n'a pas le temps de voir la différence à cette vitesse entre chaque image. Donc ça, ce sont des images entrelacées. Dans le monde informatique, on n'a plus ce problème-là. On a des images pleines. Elles s'affichent d'un bloc à l'écran, tous les pixels d'un coup. Donc, ce sont des images pleines, donc P. Donc, si à un moment ou à un autre, vous trouvez un réglage I ou P, eh ben, vous prenez le réglage P. Vous ne prenez pas le réglage I, sauf si, pour des raisons de production particulières, on devrait intégrer des vidéos par rapport à des vidéos analogiques ou autre chose. Mais de base, prenez donc du P. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement important à voir au niveau des réglages. Là, cette slide, je vais la passer assez vite parce qu'elle rentre plus en compte au niveau de ce qui se passe sur le plan cinématographique et elle est, je dirais, elle n'est pas du niveau du PV1, mais ça sert de culture générale dans le sens où on devait définir un angle et c'est peut-être quelque chose qu'on retrouvera sur du matériel très haut de gamme cinématographique où on devra définir un angle parce qu'en fait, il y a un rapport entre l'angle et la lumière, donc l'éclairage de l'image que l'on va intégrer et donc la sensibilité. Donc tout ça, c'est quelque chose d'assez précis. Par exemple, si on a un clapet qui a un angle de 180 degrés, c'est-à-dire qu'il va tourner
Et en tournant devant l'objectif, il va éclairer la pellicule pendant la moitié du temps de la fréquence. Et donc, c'est ce qui permet de régler ces éléments. Mais dans notre cas, je dirais, c'est pas quelque chose qui est très très important, d'autant plus que généralement sur nos boîtiers, c'est réglé absolument automatiquement et on n'a pas beaucoup d'actions sur ce domaine. Par contre, ce qui est important, c'est au niveau des autres réglages, c'est de demander d'afficher la grille. Afficher la grille, ce qui est appelé cadre de guide ici, permet en fait de visualiser pendant la prise de vue les points forts d'une image. Et on sait qu'au niveau cadrage, on va souvent s'appuyer sur ces points forts pour y passer nos sujets ou des diagonales ou autre chose pour pouvoir construire notre image. Donc pensez à les afficher. Sur quasiment tous les matériels que j'ai croisés à l'heure actuelle, on pouvait afficher ces grilles. Après, il y a la stabilisation. Alors, la stabilisation, elle est importante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sous l'eau, on tient notre appareil, mais on n'a pas de système de stabilisation à proprement dit pour avoir une image qui ne bouge pas. Même si on le tient formellement, bon, c'est vrai que l'assemblage que l'on a autour de notre boîtier avec des poignées, avec des phares, des flashs, permettent de mieux le tenir et donc d'éviter qu'il bouge, qu'il tremble. Et ben, c'est bien de mettre en place une stabilisation. Cette stabilisation, elle est à deux niveaux. Il y a une stabilisation sur le plan du capteur qui se fait, ou là qui est électronique, hein, qui va juste utiliser justement la technicité de notre boîtier pour pouvoir avoir une image stabilisée. Et par-dessus ça, souvent, on peut rajouter une stabilisation logicielle qui, elle, va analyser l'image et en fonction de cette analyse d'image, va rajouter donc un effet de stabilisation. Pour faire de la vidéo, la stabilisation électronique du boîtier, c'est parfait. La stabilisation du logiciel intégré dans le boîtier, souvent il y a plusieurs niveaux. Prenez le niveau le plus simple. Si on prend le niveau le plus important, ça peut amener, et on peut le voir d'ailleurs, on peut le vérifier sur des GoPro, des déformations sur les angles liées justement à cette recherche de stabilisation par l'application interne du boîtier. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir sur le plan de la stabilisation. Alors, on a des fichiers qui sont gros, qui pèsent lourd. Ce qui joue sur la taille, c'est déjà la définition qu'on a choisie. C'est ensuite le nombre d'images qu'on a choisi. Hein. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants et qui vont faire que la vidéo est plus ou moins lourde. Sur le plan de nos cartes SD ou micro SD, il y a plein d'indications. Donc, au travers de cette diapo, je vous ai indiqué, hein, il y a le type de cartes. Hein. Il y a des SDHC, SDXC qui correspondent à différentes normes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. On peut trouver tout ce qu'on veut sur Internet là-dessus. Ce qui est très important, c'est qu'il y a trois normes. Il y a la norme classique, hein, la classe, donc la classe 10, 6, 4, 2. Il y a la norme U, U1, U3. Il y a la norme V, V6, V10. En fait, tout ça, ça correspond à des niveaux de débit. Alors, en photo, sur le plan des débits, c'est pas trop important, mais en vidéo, c'est important. C'est notamment important si j'enregistre des images sur ma carte, elles sont 25 ou 50 images par seconde, il faut que ma carte ait un débit en écriture qui soit suffisamment rapide pour écrire toutes les images. Sans ça, je ne pourrais pas écrire toutes les images sur la carte. Et donc, sur ce graphique, on voit que pour de la HD, eh bien, une carte en 10 mégabits par seconde, donc elle s'appellera classe 10 ou U1 ou V10, ça n'a pas d'importance, ou il y aura même peut-être les trois d'indiquer sur la carte, hein, c'est tout à fait possible, ça, une carte tout à fait suffisante. Maintenant, si je fais du 4K, j'aurais plutôt plus intérêt à partir sur de la U3 ou de la V30 au niveau des cartes. Après, il y a la capacité de la carte. Alors, la capacité de la carte, déjà, on va plutôt faire des plans assez courts sous l'eau. Hein, on va pas allumer la caméra au début d'une plongée pour l'éteindre à la fin de la plongée après 1 heure parce on aura du mal à exploiter ça. Et il faudra mieux contrôler nos prises de vue
décider quand on met en route, décider quand on éteint, et ça va faire des prises de vue qui vont durer entre quelques secondes, une dizaine de secondes, jusqu'à peut-être 30 secondes, un peu plus. Donc, c'est des plans assez courts en général. Alors, je dirais vaut mieux une taille de carte de 32 gigas, c'est quelque chose qui est tout à fait correct à l'heure actuelle, et plutôt que de prendre une 64 gigas, vaut mieux en prendre deux de 32 gigas. Ça vous permet, entre deux plongées, de changer de carte assez facilement. Et puis, ça vous permet aussi, si vous êtes sur une sortie et vous n'avez pas forcément accès à un magasin ou autre chose à côté, les cartes, ça reste quelque chose de fragile. Donc, une carte qui se plante, si j'en ai pas une de remplacement, c'est un peu casse-pied. Donc, il vaut mieux avoir des cartes moyennes, en disant que 32 gigas, c'est moyen au niveau des cartes aujourd'hui, au niveau capacité, et plusieurs cartes que une seule très très grosse où on va vouloir tout mettre. Une carte, c'est vraiment, on va avoir des éléments enregistrés dessus, c'est pour une période transitoire. Hein, le plus tôt possible, on va les enregistrer sur un disque dur. Mais on ne va pas considérer que la carte est un élément fiable de stockage de nos vidéos et de nos photos ou d'archivage. Donc voilà quelque chose qui est à prendre. Donc, un petit rappel. Quels sont les points? La date et l'heure, la langue, la zone géographique, est-ce qu'on choisit du PAL ou du NTSC, le nombre d'images par seconde, 25 ou 50, la résolution, moi je vous propose du Full HD, l'entrelacement, donc du P, dans le cas où effectivement on a le choix entre le I et le P. Pensez à mettre la grille des tiers pour pouvoir voir les points forts. Pensez à régler la stabilisation, donc à mettre en route la stabilisation, mais à limiter peut-être la stabilisation logicielle, pas au réglage le plus fort, si elle existe. Hein. Et puis vérifier que votre carte est bien vide avant la plongée et qu'elle est bien adaptée à ce que vous voulez faire. Généralement, dans le manuel de votre boîtier est indiqué le type de carte dont vous avez besoin pour les types de prise de vue que vous voulez faire. Alors ensuite, eh bien, c'est bien, mais quand on a plongé, il va falloir penser à entretenir son matériel. Euh, je dirais que quand on va préparer son matériel, on a intérêt à être dans un endroit calme, au sec, peut-être éventuellement au sec, mais dans une pièce entre guillemets humide, comme une salle de bain, parce que c'est un endroit où il y a moins de poussière qui flotte, justement parce que dû à peut-être la légère humidité qui traîne dans l'air, hein, et puis éviter effectivement les endroits où on a le lapin dans sa cage, le chat qui va passer ou le chien qui vient sur les genoux au moment où on va travailler sur le matériel, puisque les poils, c'est vraiment quelque chose de très embêtant. Mais je pense que ça sont des choses que vous connaissez. Vous êtes pour tous plongeurs, donc vous savez un petit peu ça. Pensez à bien vérifier l'état de vos joints, hein, qu'ils ne soient pas craquelés, qu'ils ne soient pas déformés, qu'ils ne soient pas aplatis à un endroit. Il ne faut pas hésiter à racheter un joint d'avance au cas où. C'est quand même très, très important. Et puis, lorsque vous les graissez, pensez à les graisser avant d'aller faire une séance de plongée ou plusieurs plongées. Mais quand vous les graissez, vous mettez un petit peu de silicone entre vos doigts et vous faites glisser le joint dans vos doigts et vous le faites jusqu'à ce qu'il vous paraisse sec. C'est-à-dire que le silicone est disparu. Il y a encore largement assez de silicone dessus pour assurer l'étanchéité. Un joint qui a trop de silicone dessus ne sera pas un joint étanche. C'est un joint que l'on a traité au silicone, mais sur lequel on a bien lissé et retiré l'excédent de silicone, là sera un joint qui sera bien étanche. Autre chose aussi, lorsqu'on a retiré les joints avant de les remettre, pensez à bien nettoyer les gorges dans lesquelles vont les joints. Vérifiez éventuellement avec une loupe s'il n'y a pas un petit poil très fin qui traîne à l'intérieur, autre chose. C'est très important. Remettez bien les joints en place. Vérifiez bien votre batterie. Il faut qu'elle soit chargée. Si vous avez des batteries d'ailleurs, en plus, chargez-les. C'est bien d'avoir des accumulateurs en plus. Euh, et puis, mettez votre carte mémoire vide, prête à être utilisée, et mettez tout en place dans le boîtier. Alors, faites-le quelque temps avant la plongée pour que tout ça, ça se mette en place à la même température, ainsi de suite. Gardez ça dans un endroit jamais au soleil, hein, plutôt un endroit à l'ombre, plutôt frais. Ça sera effectivement meilleur. Alors, quand on est amené à préparer son matériel en bord de mer, forcément,
l'air ambiant a un certain taux d'humidité. Donc ce taux d'humidité, même s'il nous paraît sec, fait qu'en plongée, notre matériel va chauffer et quand il va chauffer, eh bien la condensation va se fixer sur différents points, notamment vont se fixer sur le verre devant l'objectif et on aura un effet de buée qui se mettra en place. Alors si c'est le cas, pour éviter ceci, et si la place dans le caisson étanche est suffisante, c'est bien de glisser des petits sachets de silicate ou des petites bandes qui sont spécifiquement faites pour absorber l'humidité qui apparaîtra au moment où l'appareil chauffe un petit peu dans le boîtier qu'on est sous l'eau. Donc, les différents points à retenir de cette partie-là, hein, ce que j'ai appelé les bonnes pratiques ici, c'est vérifier le bon fonctionnement de tout l'ensemble une fois que c'est enfermé dans le caisson. Pas hésiter à faire une petite vidéo, une petite photo pour voir si tout fonctionne bien. Euh, Ne pas laisser le caisson sur le fond du zodiaque, mais bien l'avoir dans un sac qui permettra de l'abriter hein, et d'éviter que les gens se prennent les pieds dedans, le poussent, le bousculent, rayent quelque chose dessus ou quoi que ce soit. Euh, Résister au fait de devoir ouvrir sur le zodiaque votre boîtier parce que vous avez oublié de faire quelque chose à l'intérieur. Est-ce qu'il vaut pas mieux perdre quelques photos qu'on ne fera pas pendant la plongée et profiter de sa plongée plutôt que de prendre le risque de tout rater et puis de se mettre à l'eau et d'avoir un caisson qui soit pas étanche et qui noie l'appareil. Donc c'est quelque chose d'important. Hein. Alors après, pour les voyages, bon, bah, on conseille effectivement de pas mettre ce matériel fragile en soute, mais de le garder en cabine avec soi et de bien sortir les accus de tous les appareils, de manière à ce qu'il ne reste pas des appareils connectés pendant les voyages en avion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Ah. Juste, moi, j'étais en train de vérifier sur ma caméra. J'ai le codec qui s'appelle HEVC. Est-ce que je le garde ou pas? Est-ce que tu as le Ou, H264? oui, Bah, prends le H264. Le HEVC, je crois que c'est un codec qui est assez propriétaire à Apple. Tu es sur un C'est bien smartphone, ça. non? non, non, je Hein, suis t'es sur... sur quelque chose qui est apparent à un GoPro. C'est pas une GoPro, mais une autre marque. D'accord. OK. C'est une Non, non, caméra mais de c'est donc taxi. c'est une caméra sportive. Donc effectivement, les caméras sportives peuvent donner tous ces éléments. Écoute, pour la- dans la théorie, ça n'empêche pas. Si après il faut vérifier, alors c'est lié à l'environnement Mac. Est-ce que le matériel qui permettra de faire ton montage, c'est un Mac ou un PC? C'est un PC. Bon, bah tu oublies le HEVC, tu prends le H264. Ok. Parce que tu risques de devoir le transcoder. Ça prend du temps, ça prend de la place. C'est risque peut-être d'avoir un fichier qui s'abîme ou autre chose. Donc, pourquoi s'embêter avec ça? Le HEVC, lui, il est basé sur le H265, qui est un format plus récent, plus performant. Mais là, en l'occurrence, à notre niveau, le H264 est absolument parfait pour ça. Parce qu'il m'indique que juste avec le HEVC, ça prend moins de place. C'est tout. C'est l'avantage. Oui, 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 c'est tout à fait possible parce que le H265 est plus performant que le H264. Mais tu as quoi comme carte mémoire? J'ai, je crois, 64 Go. C'est une micro SD? Oui, micro SD. D'accord. 64 gigas, tu dois pouvoir déjà enregistrer plusieurs heures en HD. Oui, oui, oui. Bon, Là, il donc m'affiche déjà. voilà, t'as pas de problème de place, tu vois. Tu vas pas faire J'ai des pas de plongées de problème de 5 heures, hein. place. Non. Heureusement. Ok. Voilà. Donc moi, je te conseille aujourd'hui, ça changera peut-être demain, hein, je dis pas, parce que ça évolue vite, l'électronique, l'informatique, tout ça. Mais aujourd'hui, vu le paysage dans lequel on est, le H264, c'est très très bien. Très bien. Ok. Alors, je reviens juste sur la fréquence des images. Oui, Moi, sur mon appareil, j'en ai jusqu'à 120. Mais derrière, oui, nous, on n'est plus dans le monde analogique. oui. Nous ne sommes plus avec des télés à tube cathodique ou avec des comment dirais-je, qui sont liées aux fréquences. Du coup, concrètement, la meilleure fréquence d'image, est-ce Alors, qu'on reste sur j'ai 30? pas très bien compris. Ton environnement professionnel, c'est quoi? Alors, non, non, je disais que actuellement, les télés ou l'ordinateur, c'est numérique, tout est numérique, ou même sur Oui, nos téléphones, c'est numérique.
Du coup, Oui. le fait de changer de 30 à 50 ou 60 images par seconde, ça impacte quoi sur la qualité Alors, ben, du film? non, c'est pas une question de qualité d'image. Si ton matériel est capable de prendre 120 images par seconde, par exemple, et de te restituer 120 images par seconde, et de te permettre de travailler sur du 120 images par seconde, eh bien, à ce moment-là, ça te permettra éventuellement de faire des ralentis. Tu vois, quand on va filmer des événements sportifs, on va effectivement augmenter la fréquence d'image pour justement pouvoir faire des ralentis. Au moment où un footballeur va marquer un but, au moment où un perchiste va sauter sur sa perche, tu vois. Donc là, il y a vraiment un besoin de pouvoir faire des ralentis. Maintenant, sous l'eau, les ralentis, oui, ça peut être intéressant au moment si tu es posté et que tu attends que la rascasse ou l'autre poisson prédateur gobe quelque chose qui passe devant. Donc l'action est très très rapide. Si c'est effectivement ce type d'action que tu veux prendre, ça sera intéressant de le prendre à une vitesse importante parce que ça permettra de faire un ralenti sur l'action, de la décomposer et d'avoir quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais ça, c'est vraiment particulier. En règle générale, si tu veux, sous l'eau, 50 images par seconde ou 60 images par seconde, c'est largement suffisant. Ça te permettra éventuellement de ralentir de deux une action particulière, si tu veux voir quelque chose qui se passe entre deux poissons ou une crevette qui est en train de nettoyer la bouche d'une murène, quelque chose comme ça, de le voir en détail et plus lentement pour des actions un peu rapides. Mais voilà, c'est l'intérêt. Hein. Ça permettra aussi, quand tu filmes en 50 images par seconde ou en 60 images par seconde, d'avoir un résultat à la lecture qui paraîtra un peu plus fluide que le reste.